Et c'est l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. Une fois n'est pas coutume, je vais solliciter, amis auditeurs, auditrices, votre attention. Normalement, l'attention ne se demande pas, elle s'obtient. Mais alors, pourquoi cette exception ? Eh bien parce que l'attention est désormais, pour l'industrie des médias et du divertissement, la donnée la plus précieuse, celle que tous les réseaux sociaux ou non tentent de capter chez vous. Bonjour Yves-Marie. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'association Lève les yeux à l'initiative de ces assises de l'attention. En ligne avec nous, Annelise Ducanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, cofondatrice du COS, je ne sais pas comment on dit, COSE, collectif sur exposition. Collectif sur exposition écran. Et donc sont organisées samedi les premières assises de l'attention. Ce n'est pas une blague, c'est une journée organisée par un regroupement d'associations. Yves-Marie, quel est le but ? Alors, le but, on a voulu se regrouper pour alerter, pour sensibiliser le plus largement possible l'opinion publique, les médias et les décideurs politiques, pour faire comprendre à un plus grand nombre possible de gens que c'est non seulement une question individuelle d'arriver à se débarrasser de notre addiction et notre dépendance aux écrans, mais aussi un problème collectif. Et donc, on aura besoin de solutions collectives et politiques pour réduire notre dépendance aux écrans. D'après la chercheuse américaine Gloria Mark, nous sommes interrompus toutes les 40 secondes, volontairement ou non, par une nouvelle activité. Qu'est-ce qui fait qu'on zappe plus qu'avant ? Ce sont les écrans, ce sont les réseaux sociaux, c'est le portable ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une économie de l'attention. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui obtiennent des revenus grâce au temps qu'on passe sur nos écrans. Ouais. Et donc, sont mis en place tout un tas de mécanismes pour solliciter notre attention et nous prendre notre temps, parce que ça leur apporte des revenus publicitaires et en données personnelles. Et donc, voilà, ils mettent en place tous ces mécanismes et c'est pour ça qu'on est autant sollicité. Mais est-ce que c'est pas de notre faute, les notifications, c'est aussi la nôtre ? C'est nous qui programmons, non ? Alors, on a effectivement la possibilité d'agir, mais il y a vraiment une industrie très puissante derrière qui met en œuvre des mécanismes très finement réfléchis avec des scientifiques de haut niveau. Et donc, on est un petit peu impuissant en réalité face à ces mécanismes qui sont mis en place, face à la poussée industrielle sur le numérique et sur nos réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Et donc, ça va être très difficile. Il va falloir réfléchir collectivement à des solutions pour réduire notre dépendance. On va voir ensuite les perspectives, voir pourquoi c'est un enjeu médical, pourquoi vous organisez cette opération samedi et pourquoi on en parle ici dans Culture Média. Alors, on comprend que le téléphone puisse nous déconcentrer, mais ce qui est étonnant, c'est que même lorsqu'il est éteint, sa seule présence perturbe. Il y a une étude récente qui a montré, c'est sur des étudiants et des étudiantes, qui montrent qu'ils et elles comprennent moins bien et se concentrent moins bien lorsque leur téléphone est posé devant eux, même si le téléphone est éteint. Comment on explique cela ? En fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'attention ne se subdivise pas. Donc en fait, on se concentre sur quelque chose, mais sur une seule chose à la fois. Et donc, quand on sait que potentiellement on a des sollicitations qui sont désirables, parce que avec notre smartphone, les notifications, ça peut être un message de quelqu'un qu'on aime bien, ça peut être un like sur quelque chose qu'on a posté. Non, mais j'ai bien compris ça. Mais si le téléphone est éteint, il ne va pas y avoir de like, il ne va pas y avoir de message, il ne va pas y avoir de SMS. Comment se fait-il que ça focalise l'attention alors qu'il est éteint, je le rappelle ? Ah d'accord, mais c'est-à-dire que notre esprit ne peut pas s'empêcher d'imaginer les gratifications possibles s'il était allumé. Et donc ça nous agite l'esprit. C'est la peur de manquer de quelque chose également. C'est ça. Été étudié. Le FOMO. Expliquez ce qu'est le FOMO, dites-le. Ah oui, alors le fear of missing out. Effectivement, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Et donc, effectivement, donc on se vient quelque part dépendant à notre flux d'informations, à notre fil. Ouais. Et donc, le fait de s'en éloigner, ça nous met dans un état de manque qui a été volontairement activé, encore une fois, par ces concepteurs d'applications et de mécanismes addictifs. Annelise Ducanda, je l'ai dit, vous êtes médecin. Avant qu'on parle des conséquences et des risques des écrans sur le développement des enfants, parce que c'est évidemment les plus fragiles, vous souscrivez à ce que vient de dire Yves-Marie ? Ah mais complètement. Et puis l'attention, elle est captée des adultes, donc des parents et des enfants. Ouais. Donc on a doublement des effets sur le développement de l'enfant. Directement, les écrans qui captent l'attention des enfants et de leurs parents, qui diminuent les interactions familiales. Et sur les adultes, pardon de vous poser cette question-là, puisque vous êtes une personne adulte et prétendument sensée, est-ce que vous êtes obnubilé par votre téléphone, quand bien même est-il éteint dans votre poche, dans votre sac ou sur votre bureau ? Ah oui, moi je le dis dans mes conférences, je suis la première qui subit effectivement ce phénomène, je le ressens complètement. Oui, tout à fait.
Je vais aller voir si j'ai un SMS ou un message qui est arrivé alors que mon téléphone ne me le signale pas. Tout à fait. D'accord. On marque une toute petite pause. Vous avez juste le temps de voir les SMS. Vous revenez avec nous. Pareil pour les auditeurs. Voilà, je précise, si vous prenez l'émission en cours de route, que les assises de l'attention ne concernent pas la tension et l'hypertension, mais l'attention, l'apostrophe, le fait d'être attentif ou non. Et on l'est de moins en moins avec les écrans. Docteur Anne-Lise Ducanda, vous êtes beaucoup intéressée au risque des écrans sur le développement des enfants avant 3 ans. À partir de quand parle-t-on de surexposition ? 1 heure, 3 heures, 12 heures par jour, combien ? Alors, il y a 2 chercheurs qui viennent de sortir des livres, Manfred Spitzer en Allemagne et Michel Desmurget en France, qui ont tous les deux étudié plus de 1500 études sur la question. Et les études montrent que de 0 à 6 ans, il y a des troubles pour l'enfant à partir de 15 minutes. Et de 6 ans à 18 ans, à partir de 30 minutes ou 1 heure, ça dépend des études. Donc on peut parler de surexposition à partir de ce moment-là. Mais évidemment, à 20 minutes de choupi par jour à 3 ans, vous n'aurez pas des troubles graves, comme je vois certains enfants qui ont 6 heures d'écran par jour à 2 ans, par exemple. D'accord. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous avez constaté dans votre cabinet, puisque je rappelle, vous êtes médecin ? Alors, on a des troubles de l'attention à tous les âges. Ça, c'est vraiment très important. Et sans attention, vous ne pouvez pas rentrer dans les apprentissages scolaires. Des retards de langage, ils ont augmenté de 94% en 8 ans. Ce sont les chiffres de l'éducation nationale. Des difficultés de compréhension, des retards intellectuels. C'est la première génération dont le QI va être inférieur aux générations précédentes. Des retards moteurs, de motricité globale et fine. Sommeil, et tout ce qui dit sommeil induit des difficultés sur tout le fonctionnement du cerveau. Troubles des apprentissages, donc difficultés aussi à gérer les émotions, intolérance à la frustration, agressivité, violence, des troubles très importants qui font qu'on a une augmentation considérable des dossiers de handicap dans les MDPH, maisons départementales de personnes handicapées. À cause, et donc ça a été prouvé. Cause de ce qu'on vient de dire, à cause de l'addiction aux portables et aux écrans. Eh ben, si vous vous concentrez pas à l'école, si vous parlez pas, si vous faites des colères, vous supportez pas le non, vous êtes en difficulté intellectuelle ou motrice, on fait appel à ce qu'on appelle des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, et pour ça, on fait des dossiers de situation de handicap pour les enfants. Donc ils ont explosé ces 5 dernières années, tout à fait. Qui est coupable ? On va pas interdire le portable. Est-ce que c'est la faute des parents qui montrent le mauvais exemple, ou alors qui sont laxistes, ou alors qui n'ont pas pris conscience du danger ? Parce que là, ce que vous racontez, ce tableau-là, franchement, il y en a beaucoup qui tombent de leur chaise. Oui, mais pourtant on est de plus en plus de professionnels de terrain à le dire, parce que c'est un phénomène qui explose malgré notre prévention. Et nous avions juste un mot, nous avions reçu Michel Desmurget justement à ce sujet pour son livre. Mais est-ce que c'est la faute des parents Alors honnêtement, la seule prévention nationale qui est faite par le gouvernement, c'est la page 14 du carnet de santé. Combien de parents lisent la page 14 du carnet de santé ? Les parents ne sont pas informés massivement et donc pensent même, on a quand même des messages même, que l'écran peut être éducatif, puisque j'ai des petits de 3 ans qui comptent en anglais jusqu'à 10, ou qui connaissent toutes les couleurs, ou qui récitent l'alphabet. Donc pour les parents, c'est éducatif. Non seulement c'est éducatif, mais même pour l'éducation nationale, puisque l'éducation nationale s'enorgueillit de mettre des tablettes dans tous les collèges. Et ils disent qu'il y a des collèges délaissés parce qu'il n'y a pas le plan informatique et il faut que tous les collèges aient des écrans. Donc vous dites que c'est pas une très très bonne idée. Mais Michel Desmurget le dit parfaitement. On a tellement répété que c'était des merveilleux outils d'apprentissage, ça permettait l'autonomie, etc., que je pense que tout le monde l'a cru. Et aucune étude n'a montré que les enfants apprenaient mieux avec des écrans, les mathématiques et le français. Bien au contraire. L'enfant, il a besoin d'humain. Il a besoin d'humains. Toutes les études ont montré que les meilleurs apprentissages se faisaient dans l'interaction humaine, avec pour les petits la participation de tous les sens, la vue, l'audition, le toucher, etc. Donc les écrans volent du temps à tous ces apprentissages. Et en plus, si vous voulez, il y a un effet intrinsèque des écrans. Beaucoup de gens nous disent non, c'est pas les écrans qui sont mauvais, c'est l'usage qu'on a fait. Mais il y a un bombardement sensoriel sur le cerveau de l'enfant qui stresse l'enfant et plutôt que de le nourrir, la meilleure nourriture intellectuelle, c'est vraiment les interactions réelles, le jeu réel, les apprentissages dans la vie réelle avec l'interaction humaine. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les patrons des GAFA, Apple, Facebook, mettent leurs enfants dans des écoles où justement il n'y a pas d'écran, pas de tablette, pas de portable. Il y a aussi une donnée business, Yves-Marie. Lors de ces assises, vous allez aborder l'aspect économique de ces troubles de l'attention. En quoi les GAFA ont intérêt à ce qu'on n'arrive pas à avoir une attention soutenue et qu'on zappe d'une chose à l'autre, plus de pubs, plus de données personnelles ? Exactement, c'est la base de leur modèle économique. Ils peuvent revendre ce temps d'écran
aux autres entreprises qui vont acheter de la publicité sur leur surface. Donc ils ont, en fait, aujourd'hui, Facebook, Google, se partagent un monopole sur l'attention des gens. Ouais. Et donc, au-delà de tous ces impacts sanitaires cognitifs dont on a parlé, il faut bien mesurer qu'il y a aussi des impacts sociétaux, démocratiques, puisque au final, aujourd'hui, le débat public est quand même monopolisé par des plateformes, notamment américaines, donc Twitter, Facebook, etc., qui, du coup, posent question sur la qualité de notre débat démocratique. En plus, on voit bien l'hystérisation des débats publics sur ces plateformes, le fait qu'il faut être saillant et clashant pour être repris. Ouais. Sur Twitter, votre compte sera d'autant plus repris que vous serez offensif et radical. Et donc tout ça ne contribue pas à un débat public apaisé dont on aurait bien besoin dans notre société. Nous, on est pour un débat public apaisé. Merci beaucoup Annelise Ducanda. Je rappelle que vous êtes médecin, cofondatrice du CAUSE, le collectif Surexposition Écran. Et Yves-Marie, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondateur de l'association Lève les yeux et vous êtes à l'initiative des Assises de l'attention qui auront lieu samedi prochain. Ça sera à la Bellevilloise dans le 20e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup.